Raphaël et Michel, bonjour. Bonjour. Alexandre n'est pas là. Elle était là. On a perdu la communication. On tente de rétablir tout ça avec Alexandre. On y reviendra. Elle se joindra à nous un petit peu plus tard. Donc, la magie de la technologie. Alors, c'est jour de Saint-Valentin, messieurs. Tiens, je ne vous envoie pas de Valentin. Par contre, la Maison-Blanche l'a fait. On va le voir à l'écran. Le site officiel de la Maison-Blanche sur X qui fait cette publication. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Entrée de manière illégale et nous vous expulserons. Et on voit cette image de Donald Trump et de son tsar des frontières. Ça n'a rien de romantique, ça, Raphaël Jacob? Ça n'a rien de romantique, ça a tout de symbolique. Lorsqu'on regarde les données, vous me direz que ça fait quoi, à peine 3 semaines et demie que M. Trump est en fonction, c'est vrai. Reste qu'on a des données préliminaires. Et qu'est-ce qu'elles nous dévoilent? Que lorsqu'on parle d'expulsion, il n'y a pas vraiment de changement appréciable par rapport à, par exemple, ce qu'on avait sous l'administration Obama. Donc, pour l'instant, immensément de rhétorique pour fouetter, pour garder motivé la base de M. Trump. Mais encore une fois, comme on l'avait vu à maintes reprises, dans maints dossiers pendant le premier mandat, un schisme, un important schisme entre la rhétorique et la symbolique d'un côté et ce qui est fait concrètement de l'autre. Mais c'est le compte officiel de la Maison-Blanche, ça, Michel C. Oui, et c'est de mauvais goût. Alors, oui. vous ferez l'équation si vous voulez. Mais ce que Raphaël dit est important. À la fin, on parle beaucoup d'immigration. On dit que c'est une horreur, que ça empoisonne le sang de l'Amérique, et à la fin, on n'en fait pas plus que le président Obama ou que le président précédent en faisait. Alors, à un moment donné, ça devient un peu la marque de commerce de cette administration-là, et ils vont devoir faire attention. Parce que là, on est ébloui par le nombre de décrets que M. Trump signe. À la fin, une fois qu'on a signé un décret, il faut que quelque chose se passe. Le quelque chose se passe n'arrive pas tout le temps. Alors, il faudra voir comment comment tout ça évolue, mais c'est une drôle façon de commencer un mandat, disons ça comme ça. Alors, on a réussi à rétablir la communication avec Alexandre Couture-Gagnon. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Donc, qui se joint à nous. On va aller écouter J.D. Vance, qui est à Munich, à ce sommet sur la sécurité, où il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, puis on revient ensuite. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. We want the war to come to a close. We want the killing to stop, but we want to achieve a durable, lasting peace, not the kind of peace that's going to have Eastern Europe in conflict just a couple years down the road. We are very thankful for American support, President Trump. We have good conversation today. Our first meeting, not last, I'm sure, and really what we need to speak more, to work more, and to prepare the plan how to stop Putin and finish the war. We want peace very much, but we need real security guarantees. Bon, là, on a eu 2 extraits. Il y en a un sur l'Europe, J.D. Vance, qui a fait son discours ce matin. On y reviendra un petit peu plus tard. Parlons de cette rencontre, Alexandre, entre J.D. Vance et le président Volodymyr Zelensky, qui arrive après cette conversation entre les présidents Trump et Poutine plus tôt cette semaine. Oui, tout à fait. Puis qui arrive aussi après les déclarations contradictoires de Hegseth, le secrétaire de la Défense, le ministre de la Défense des États-Unis. Donc là, on n'a pas de signaux clairs de ce qui va se passer. Hegseth a dit qu'il ne voulait pas avoir de troupes américaines en Europe, que l'OTAN n'allait pas être impliquée, qu'il y aurait peut-être des changements au niveau du territoire. Il a aussi dit que le problème, c'était la façon dont la façon dont les médias avaient parlé de ses discours à lui. Donc, ça va dans toutes les directions. Plus tôt aujourd'hui, J.D. Vance a donné une entrevue au Wall Street Journal où il a dit que probablement le président Trump allait utiliser les sanctions pour faire plier la Russie. Mais vraiment, en fait, on n'en a aucune idée. On a reçu plusieurs messages contradictoires. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça, Michel? Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que les actes comptent.
Qu'est-ce qui a été fait cette semaine? M. Trump a appelé M. Poutine, lui a parlé pendant une heure et demie de temps et a mis fin à son isolement diplomatique parce que aucun des dirigeants occidentaux n'avait parlé à M. Poutine durant ce temps-là. Et les Européens sont furax. Eux disent, là, on se fait dire, voici comment ça va se passer, le règlement de la guerre en Ukraine, par-dessus nos têtes, alors qu'on n'est pas impliqué, on ne nous en a même pas parlé. Monsieur Vance s'en va dire, vous êtes en train de revenir sur certaines des valeurs démocratiques, et lui, il va rencontrer les dirigeants du Alternative for Deutschland, là, le parti d'extrême droite allemand. Il y a beaucoup de signaux contradictoires qui sont en train de s'envoyer, et pas toujours les bons signaux surtout. Raphaël? Où commencer? Peut-être sur la question ukrainienne, parce que c'est sans doute la plus épineuse, la plus complexe. C'est vrai qu'il y a eu des signaux contradictoires. C'est vrai aussi que l'administration Trump a hérité de cette crise-là, comme toutes les nouvelles administrations héritent de certains problèmes laissés par l'administration précédente, et qu'il n'y a absolument aucune bonne option sur la table. Ça, on doit le dire très clairement, parce que soit d'un côté, on continue ce qu'on fait depuis 3 ans. Donc oui, d'un point de vue moral, et certains vous diraient même d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire qu'on empêche à d'autres régimes de la planète en ne faisant pas de concession à M. Poutine, de penser qu'ils peuvent eux aussi envahir des pays voisins. Mais la route, on la voit depuis 3 ans. C'est quoi? C'est une guerre qui est non seulement sans fin, mais sans aucun espèce de plan réaliste, concret et moindrement immédiat de fin au conflit. L'autre alternative, encore une fois, réaliste, c'est quoi? C'est de faire des concessions brutales et oui, peut-être même en les enfonçant dans la gorge des Européens et des Ukrainiens, disons-le très franchement, pour peut-être mettre fin à cette guerre-là. Mais je le répète, ce n'est pas non plus une bonne option à cause de ce que ça peut faire, encore une fois, comme symbole qu'on envoie à l'international. Et aussi parce que, et là, c'est là que c'est intéressant, l'extrait que vous avez sorti, celui de M. Vance, ce deuxième, lorsqu'il parle d'une paix réellement durable. Même si vous forcez, entre guillemets, une entente, malgré le gré, malgré la volonté des Ukrainiens, qui fait en sorte que M. Poutine retire ses troupes et qu'on a, entre guillemets, un cessez-le-feu ou une paix superficielle. Si on a une masse critique de la population ukrainienne qui trouve ça inacceptable, viscéralement, les concessions qu'on va avoir faites essentiellement en leur nom, est-ce que ce sera vraiment une paix durable ou on ne sera pas confronté à une situation hyper instable parce que de façon sous-jacente, il va y avoir des tensions qui vont toujours être sur le point d'exploser. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a aucune bonne option à partir du moment où il y en a, et c'est vrai depuis 3 ans, à partir du moment où le premier soldat russe a franchi la frontière ukrainienne, a commencé à tirer. Il n'y avait pas de bonne option et plus le temps avance, plus ça rend difficile le travail de quelconque administration, quelconque président de vouloir se sortir de ça présentement. Mais est-ce qu'elle va se tenir, cette rencontre en personne avec le président Poutine, le président Zelensky et Donald Trump? Alexandre? Aucune idée. Je pense que c'est vraiment dans le bureau ovale que ça va se décider. Trump y a fait allusion à une rencontre possible à Moscou avec Poutine, mais en fait, on n'a aucune information définitive. Étant donné que Exet, le secrétaire de la Défense, puis J.D. Vance, le vice-président, se sont autant contredits, on peut s'attendre à ce que vraiment ça soit décidé par le président des États-Unis. Et soit dit ça passant, un petit point additionnel, parce que ça aussi, je comprends que ça heurte beaucoup de gens, surtout en Occident, et d'un point de vue moral, je comprends l'aspect extrêmement choquant. Mais de façon concrète, ce conflit-là, je vous le dis à votre antenne depuis maintenant 3 ans, à la base, c'est un conflit par procuration entre 2 grandes puissances et depuis le jour 1, l'heure 1 du jour 1, M. Poutine a un interlocuteur avec lequel il souhaite parler. Ce n'est pas le président de l'Ukraine, c'est le président des États-Unis. Et regardez le dialogue, il est où présentement? Il est entre M. Trump et M. Poutine. Et si jamais il y a une fin de conflit aussi superficielle et temporaire, cette fin-là, ça va passer d'abord et avant tout par ces 2 interlocuteurs majeurs-là, n'en déplaise aux Européens et évidemment, n'en déplaise tragiquement aux Ukrainiens qui font, on s'entend, l'écrasante majorité des frais de ce conflit-là depuis le début. Oui. Parlons des tarifs maintenant. C'est rendu le mot à la mode. En tout cas, il le prononce tous les jours, Donald Trump. Aujourd'hui, il a parlé de tarifs sur l'auto à partir du 2 avril. Mais ce qu'on a compris, c'est que le Canada, finalement, Michel, n'est plus le seul pays à devoir s'inquiéter. Il va en imposer à peu près à tout le monde, là.
Oui, on n'a jamais été le seul de toute façon. Il y en avait pour le Mexique. Là il le fait de façon plus générale. Mais M. Trump croit, et c'est de l'économie du siècle dernier, mais même du siècle d'avant, que les tarifs sont une bonne chose parce qu'il vous donne de l'argent dans les coffres de l'État. Sauf que le risque est réel pour l'économie américaine elle-même. À un moment donné, on peut avoir de gros problèmes. Parlons juste de ce qu'on connaît, nous, l'aluminium. Si on veut plus, ou l'aluminium canadien commence à être vendu ailleurs plutôt qu'aux États-Unis, dans les pièces automobiles et dans les pièces d'aéronautique, c'est un majeur problème pour les États-Unis, ça. Alors, je ne sais pas jusqu'où il va aller avec ça, mais à un moment donné, il est évident que l'économie américaine va en souffrir. Et là, on verra comment la société civile réagit, puis si M. Trump fait autant de bravade avec ça. Alexandre, est-ce que les gens commencent à peut-être se poser des questions là-dessus ou pas du tout encore aux États-Unis? Dans plusieurs médias, on se plaint que les prix sont encore trop élevés aux États-Unis. Donald Trump a répété que la Fed, la Banque centrale des États-Unis, devrait baisser les taux d'intérêt. Jérôme Powell, le directeur de la Fed, a dit que ça ne l'intéressait pas vraiment. Le prix des œufs est vraiment cher ici. Moi, j'ai entendu parler de ça toute la semaine. C'est sur toutes les lèvres. Puis les Américains, les Américains se plaignent, mais je pense qu'ils laissent encore un certain... Le bénéfice du doute, il est encore dans une espèce de lune de miel un peu avec les Américains, même si les sondages montrent un déclin de la popularité de Donald Trump qui est certain, mais comme on pouvait s'y attendre. Donald Trump a beaucoup répété que, puis Lutnick aussi, là, son secrétaire au commerce, celui qui est nominé pour être secrétaire au commerce, que le problème, c'est la taxe de vente dans d'autres pays. Par exemple, en Union européenne, il y a une taxe de vente de quelques 22 %. Puis ça, Donald Trump dit que c'est l'équivalent d'un tarif sur les produits américains. Donald Trump dit aussi qu'il y a des pays qui jouent avec leur taux de change. Cette semaine, il a rencontré Modi d'Inde. Mais il sort toutes sortes d'arguments comme ça, là, un petit peu de toutes les sauces, là, pour dire que finalement, la façon de créer plus d'emplois aux États-Unis, plus d'emplois manufacturiers, c'est vraiment d'avoir des tarifs. Puis comme M. Ogil disait, que ça va permettre en même temps de renflouer les coffres du pays, d'éliminer le déficit des États-Unis. Donc, les conséquences ne seront pas instantanées. C'est pour ça qu'il continue à le faire, Raphaël? En fait, les conséquences ne seront pas instantanées, Catherine, parce que les tarifs ne sont même pas appliqués. En plus, on avance, on recule, on a une date, on... Absolument. Et là, je vous replongerai au tout début de notre échange, ce que Michel disait, ce que je mentionnais également. Regardez le contraste entre la rhétorique et la réalité. Pour l'instant, là, ça fait 3 semaines et demie qu'on entend parler de tarifs. Il y en a combien qui ont été appliqués? En fait, pour être juste, il y en a un. Au meilleur de mes connaissances, il y en a un seul qui est appliqué, le tarif additionnel de 10 universel sur la Chine. Pour tout le reste, là, acier, aluminium, les 25 à droite et à gauche, il n'y a rien qui a été fait. Donc, je ne vous garantis pas que ça ne sera pas fait. Je vous dis simplement, attendons avant de juger de 1. Et de 2, point très intéressant qu'Alexandre vient de mentionner par rapport à la Fed, la volonté de M. Trump de peut-être s'ingérer davantage dans la politique monétaire et la pression de l'opinion publique qui ne sent peut-être pas pour l'instant, parce qu'effectivement, ça fait 3 semaines. Contrairement aux attaques, franchement, un petit peu absurdes de certains démocrates qui attaquent M. Trump parce que les prix n'ont pas encore baissé. Écoutez, ça fait même pas encore un mois qu'il est en fonction. Donc, il a pour l'instant, effectivement, le bénéfice du doute, mais il ne l'aura pas éternellement. Et dans le sondage CBS qui a été publié, sondage national dimanche dernier, qu'est-ce qu'on apprenait? Qu'en date de la semaine dernière, c'était plus de 60 des Américains et des Américaines qui jugeaient que le nouveau président n'en faisait pas assez pour ce qui est de leur priorité à eux, numéro 1, en montant à la campagne de 2024, la lutte au coût de la vie qui est trop élevé, à l'inflation, exactement. Et peut-être un dernier petit point, l'économie était l'enjeu numéro 1. En 2024, ça a coulé plus que n'importe quel autre facteur, la campagne démocrate. Ça n'a pas changé. C'est encore l'enjeu numéro 1. Ce qui a changé, c'est que là, la personne qui est tributaire, qui est imputable devant l'opinion publique, ce n'est plus un ou une démocrate, c'est un républicain, en l'occurrence, le président Trump. Ce qui a changé aussi, c'est la relation houleuse, bon, avec le Canada, on le sait, mais avec les médias aussi, Associated Press, AP, qui a été banni indéfiniment de la Maison-Blanche parce que le journaliste parlait du golfe du Mexique. On va aller écouter la porte-parole de la Maison-Blanche.
I was very upfront in my briefing on day one that if we feel that there are lies being pushed by outlets in this room, we are going to hold those lies accountable. And it is a fact that the body of water off the coast of Louisiana is called the Gulf of America. And I'm not sure why news outlets don't want to call it that, but that is what it is. The Secretary of Interior has made that the official designation in the geographical identification name server, and Apple has recognized that. Google has recognized that. Pretty much every other outlet in this room has recognized that body of water as the Gulf of America, and it's very important to this administration that we get that right, not just for people here at home, but also for the rest of the world. Donc, on a décidé que c'est le Golfe des Amériques. Il faut dire le Golfe des Amériques, sinon on est banni. Qu'est-ce que ça nous dit, Michel? Ça nous dit qu'il va y avoir des très mauvaises relations avec la presse parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées aussi. Les influenceurs dans la salle de presse de la Maison-Blanche, mettez-en. Il va y avoir une guerre contre les médias. De toute façon, elle était commencée depuis très longtemps. Là. Tout ce que les médias disent est un fake news. Alors, mais à un moment donné, il y a un registre international des lieux géographiques, des noms géographiques, qui, lui, ne reconnaît pas le Golfe de l'Amérique, qui appelle encore ça le Golfe du Mexique. Alors, si l'Associated Press va appeler ça le Golfe du Mexique, disons qu'elle n'est pas trop mal placée, là. Alexandre? Ça avait déjà commencé le 31 janvier ou le 1er février. Déjà, la Maison-Blanche avait enlevé les bureaux dans l'espèce de corridor de presse là, au New York Times, NPR, parce qu'ils disaient qu'ils faisaient une rotation des bureaux, puis ils avaient plutôt transféré ces bureaux-là à OAN, Breitbart, New York Post, des médias qui sont plus favorables à Trump. Donc vraiment, Trump a beaucoup parlé pendant sa campagne électorale, son inauguration du Deep State, de tout ce qui jouait contre lui, de comment les médias l'avaient traité injustement. Puis je pense qu'on en voit les conséquences. Là. On commence à en voir les conséquences. Raphaël? Le prétexte, c'est complètement absurde, disons-le de façon très carrée à la base. Mais ce qui est plus fondamental, ça, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une atteinte, peut-être pas fondamentale, mais quand même importante au concept de liberté de presse. On verra où est-ce que ça nous mène, mais on commence l'administration et on est déjà là-dedans. Beaucoup plus de questions que de réponses, je vous dirais, mais il y a un aspect effectivement qui est cocasse parce qu'encore une fois, c'est tellement absurde comme enjeu. Et soit dit en passant, l'autre aspect absurde de la chose, c'est de voir l'attaché de presse de Donald Trump, quand on prend tous les présidents américains qu'on a eus, qui s'insurgent pour le concept ou en défense du concept de se battre pour la vérité et la vérification des faits. Donc là-dessus, il faut en prendre et en laisser, mais encore une fois, ça soulève des questions qui sont peut-être plus épineuses et peut-être plus graves également. Oui, les faits, ce sont les faits qu'eux décident finalement, Michel. Oui, puis de quel droit Donald Trump peut changer le nom qui est utilisé depuis des cartes qui étaient là au 16e siècle qui disaient Golfe du Mexique? De quel droit il peut faire ça? Il y a un côté assez lassant de le voir comme ça, essayer d'arranger la réalité comme lui la voudrait, puis après ça, de dire « Ah, ben, c'est un fait accompli maintenant. » C'est un peu moche. J'aurais voulu vous entendre sur le rapprochement du maire de New York avec les Républicains, mais il nous reste juste une petite minute. Raphaël, vous avez le goût de dire quelque chose? Si vous me laissez une minute, ça va être tentant de revenir sur le Super Bowl et la victoire des Eagles. Vous êtes encore là, oui, effectivement. Je suis encore là. Écoutez, c'est journée de parade aujourd'hui à Philadelphie. Donc, savez-vous quoi? Le maire de New York, c'est pas fini cette saga-là. On va s'en reparler, oui, parce que c'est complexe. Absolument. Je crois vraiment avoir investi mais ça a le été meilleur une de mon mauvaise temps. semaine pour l'État de droit, ça, on peut dire ça. Oui, absolument. Oui, les deux pouvoirs, effectivement. Ça aussi, on va s'en reparler. Raphaël, Alexandre, Michel, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.